Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents à ce webinaire, ce premier webinaire qui entame un cycle en partenariat avec le CEREMA dans le cadre des conférences techniques territoriales. Et pour ce premier opus, on va vous présenter, les membres du CEREMA vont vous présenter un sujet, bonne pratique et concertation pour davantage de nature en ville. Voilà, je laisse l'équipe du CEREMA prendre la main. Je rappelle que ce webinaire sera rediffusé sur notre chaîne YouTube, dont voici le lien dans le module de conversation. Je vous invite également à poser vos questions dans ce module de conversation. Et puis, si ultérieurement il y a des questions, vous pourrez, ou elles seront retranscrites dans les commentaires de la vidéo YouTube. Voilà, j'ai déjà trop parlé. Je vous laisse la main. Merci encore. Merci Mathias et bonjour à tous. Moi, je suis Léo Vartel, je travaille au CEREMA Normandie Centre et aujourd'hui on nous a préparé une présentation en plusieurs parties. Donc tout d'abord une rapide présentation des enjeux que je vais faire donc, sur la nature en ville et la concertation. Et ensuite je vais passer la parole à trois collègues donc, qui vont présenter des exemples, des retours d'expérience sur trois études qui ont été réalisées sur notre région d'études. Tout d'abord, pour commencer, on peut se poser de qu'est-ce que la nature en ville? Si la ville, tout le monde voit à peu près ce que c'est, à quoi ça correspond, la définition de la nature, elle n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Donc pour ça, j'ai repris le plan nature en ville qui a été réalisé par le ministère de la Transition écologique et qui définit la nature du coup comme l'air, l'eau, les sols et le tissu vivant constitué à la fois des bactéries, mais aussi de la faune, de la flore, des milieux naturels et semi-naturels, agricoles et forestiers, et mais aussi de tous les milieux urbains, donc comme les squares, les jardins, les parcs, et même les toitures et les murs végétalisés. On voit qu'il y a beaucoup de choses derrière la nature, donc c'est pas même cette définition, c'est plus une liste de tout ce qui constitue la nature. Et ce qu'on peut en ressortir principalement, c'est qu'on a 2 types d'un peu d'espaces qui correspondent à la nature, donc des espaces qui sont plus ou moins primaires, donc comme on peut voir sur la photo, en haut à droite, donc qui sont non transformés par l'homme, donc qu'on retrouve en dehors de la ville, mais aussi parfois dans dans des délaissés ou certaines zones humides ou certaines forêts qui font encore partie du tissu urbain et qui ont presque pas été, transformées par l'homme. Et ensuite, des espaces qu'on dit, secondaires. Donc secondaires, pas forcément parce qu'ils sont moins importants, mais parce qu'ils ont été, créés ou très impactés par les activités humaines. Donc c'est ce qu'on peut retrouver sur la photo, donc par exemple, un parc ou, des bâtiments, arborés. Et donc, ensuite, une fois qu'on a défini la nature, donc là, c'est une autre définition du plan de nature en ville du ministère qui définit des actions, du coup, de nature en ville, comme des dispositifs qui contribuent à préserver ou créer dans les milieux urbains, dans la ville, des espaces de nature. Et donc, on voit déjà apparaître là, dans cette première définition, que c'est pour préserver la nature en tant que telle, mais aussi pour apporter, par exemple, des services écosystémiques. Donc juste pour, conclure un peu sur cette, définition de la nature en ville, je voulais noter 2 idées, un peu idées reçues, qu'il faut dépasser. C'est que, la nature, elle est pas c'est pas juste des éléments matériels qui existent et qui sont indépendants, des êtres humains, mais c'est bien des écosystèmes et des interactions entre tous ces éléments et on fait aussi partie de la nature. Et ensuite, évidemment, bah, la nature, c'est pas forcément du décoratif ou de la nature spontanée qu'on doit gérer ou canaliser, mais bien des choses, qui font partie de la ville et qu'on doit intégrer. Donc là, ce qu'on va voir maintenant, c'est pourquoi, en fait, on doit intégrer, cette nature en ville. Donc peut-être, rapidement, parler un peu du contexte, de d'où peut venir ce besoin de nature en ville. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est une infographie qui a été réalisée par le Stockholm Resilience Center, donc qui reprend, en fait, les 9 limites, planétaires. Donc, ça commence à dater un petit peu, c'est assez connu, mais c'est les 9 concepts qui ont été définis. Et en fait, quand on dépasse donc la zone verte, on est dans un modèle qui est plus viable. Donc, ça prend à la fois le changement climatique, tout ce qui est pollution, tout ce qui est transformation des milieux et ou la biodiversité. Donc, je ne m'attarde pas plus longtemps sur ce sujet qui est assez, bien traité déjà, mais qui a notamment une analyse, du ministère sur, quels impacts en France on retrouve sur ces différentes, entités qui sont déjà, ces limites qui sont déjà pour la plupart dépassées. Et ensuite, rapidement, puisqu'on parle de nature, je voulais faire un focus sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité, donc qui est une
une des entrées, une de ces 9 limites planétaires. Donc sur l'infographie que vous voyez à gauche, c'est la liste rouge, donc qui sont des espèces menacées en France, donc ici seulement métropolitaine. Mais on peut voir qu'il y a une bonne partie déjà des espèces qui sont menacées, et voire certaines qui sont disparues. En sachant que cette infographie est un peu à relativiser parce qu'elle prend en compte les espèces entre guillemets courantes, celles qu'on étudie le plus souvent. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup d'espèces étudiées, par exemple comme des oiseaux ou des mammifères qui ont disparu, mais tout ce qui est plantes ou insectes, c'est des choses qui sont un peu moins étudiées et pourtant on a aussi des populations qui s'effondrent. Et donc rapidement pour illustrer donc pourquoi ces espèces elles sont menacées, pourquoi elles disparaissent, donc on a 5 facteurs qui permettent d'expliquer cette disparition et qui sont listés à peu près dans leur ordre d'importance. Mais donc le premier qui est tout ce qui est conversion des milieux naturels en milieux artificiels. Donc ça va être tout ce qui est artificialisation des sols, mais aussi transformation par exemple d'une forêt en zone agricole, ou encore des carrières ou des milieux où on va aller exploiter des ressources. Ensuite, on a tout ce qui est pollution, donc de l'air, du sol, de l'eau, en fait, des milieux naturels. Donc souvent, on pense à la pollution chimique ou pollution hormones, par exemple, qui vont perturber les cycles du vivant. Mais il y a aussi tout ce qui est pollution un peu d'intensité d'usage, comme la pollution lumineuse ou sonore, qui vont perturber les cycles de la biodiversité, que ce soit les animaux ou les plantes. Le troisième facteur qui explique un peu la disparition de la biodiversité, c'est la surexploitation des ressources. Donc, que ce soit des ressources énergétiques ou des matériaux, ou même de la biomasse. En surexploitant, bah, forcément, on va prélever trop de ressources dans les milieux, et ensuite les écosystèmes vont pas pouvoir se renouveler. Ensuite, et seulement en quatrième position, on a le changement climatique, donc qui est assez bien connu, donc avec les gaz à effet de serre qui vont modifier en fait le climat, et donc ça à l'échelle planétaire, et d'un point de vue local, on va arriver sur des cycles de vie qui vont être perturbés de la même façon, avec des espèces qui vont avoir trop chaud, trop froid, ou subir des phénomènes comme des tempêtes trop violentes. Et ensuite, en cinquième facteur, donc du coup qui relève aussi des différentes activités humaines, on a tout ce qui est introduction, volontaire ou non, d'espèces exotiques envahissantes. Donc ça peut être végétal ou animal, mais avec des espèces qui vont qui vont être transportées par l'homme, soit de manière volontaire, mais pas forcément, et qui vont très bien se plaire dans un nouveau milieu et prendre la place au fur et à mesure de la biodiversité existante. Et donc ça peut poser un problème parce que du coup, on amène ex nihilo une nouvelle espèce qui va pas être intégrée dans les cycles de vie existants, et du coup, qui va pas forcément avoir de prédateurs, ou qui va justement faire de la surprédation sur d'autres espèces. Donc après ce tableau un peu qui peut être passé un peu pessimiste de la situation et de ce qui arrive, l'idée c'est de voir bah, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour aider la biodiversité à venir en ville, et surtout qu'est-ce que ça peut nous apporter. Donc pas être seulement dans le lutter contre ce qui se passe, mais voir ce que la nature nous apporte quand on l'amène en ville. Et donc là, on a un peu une illustration de tout ce qu'on peut attendre. Par exemple, c'est plutôt du végétal ici, mais par exemple, en implantant un arbre dans un milieu urbain, on va à la fois aider la biodiversité, et donc notamment les insectes pollinisateurs ou la petite faune. On a tout ce qui est rafraîchissement du climat urbain, donc notamment par tout ce qui est ombrage ou évapotranspiration. Donc on a de la végétation qui permet de rafraîchir et de rendre la vie en ville plus agréable, que ce soit la nuit ou le jour. On a tout ce qui est régulation de la qualité de l'air. Donc, les végétaux peuvent servir de filtre en fait, et absorber une partie des polluants qui sont rejetés dans la ville, donc que ce soit par le chauffage ou par les mobilités. On a évidemment une valeur esthétique et patrimoniale non négligeable donc de la biodiversité. Ensuite, par rapport au changement climatique, on a du stockage de carbone. On a toute l'action qui est au niveau des sols, donc avec les racines qui vont permettre de stabiliser les pentes et de limiter l'érosion ou les glissements de terrain, et aussi tout ce qui est infiltration d'eau et de ruissellement. Et bien j'ai oublié l'alimentation, dans certains cas qui est possible, notamment pour les êtres humains et pas que pour la biodiversité.
Là, j'avais préparé une petite liste un peu d'autres services qui n'étaient pas sur la première infographie, donc de tout ce que peut apporter la nature dans la ville. Donc, que ce soit en termes de protection pour les bâtiments, pour la santé, l'amélioration du cadre de vie, ou même pour le renforcement du lien social, ou aussi des apports économiques, par exemple en augmentant la valeur immobilière ou en amenant de nouveaux revenus économiques, même sans parler forcément d'agriculture urbaine. Donc, rapidement, parce que je vois que le temps il tourne, mais c'était pour illustrer un peu les apports sur la santé donc de la nature en ville. Donc ça, c'était une étude qui montre que quand on respecte la règle des 3-30-300, donc 3 arbres visibles depuis la fenêtre de son domicile, 30% de canopée, donc de surface arborée dans son quartier, et 300 mètres de distance d'un parc ou un espace public, on améliore la santé. Donc c'est prouvé scientifiquement qu'on améliore la santé de la population. Et ensuite, c'était un peu pour évaluer monétairement les services écosystémiques, donc quelque chose qu'on a un peu de mal à faire. Mais donc, c'est une étude de la Commission européenne qui montre que dès qu'on investit 1 € dans un espace de nature, on remporte, selon ce qu'on fait, une zone humide ou juste un arbre, entre 8 et 38 euros en intérêt général. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a parlé de la nature en ville, l'idée, c'est de faire un peu le lien avec la demande des citoyens. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée par l'UNEP, donc le syndicat de paysagisme, qui montre qu'on a 8 Français sur 10 qui trouvent qu'il n'y a pas assez de végétal dans le centre-ville, 9 Français sur 10 pourtant qui vivent dans une grande ville, et au-delà des 9 sur 10, donc 50% qui vivent directement dans les pôles urbains, donc qui sont concernés par cette part de population qui trouve qu'il n'y a pas assez de nature en ville. Et on a aussi 76% des Français qui pensent que avoir un jardin, ça permet de protéger la planète. Donc, rapidement, sur la concertation, on voit que mettre en place un processus de concertation, ça permet parfois, c'est obligatoire, mais même quand ça ne l'est pas, ça permet d'enrichir un projet, donc en relevant plus d'avis, et notamment l'avis d'usagers et de personnes qui vivent déjà l'espace et qui permettent d'enrichir un peu les compétences techniques qu'on associe habituellement, donc d'architecte ou d'ingénieur pour la création. On a aussi une meilleure légitimité du projet parce qu'on est assez transparent dans le processus et dans les choix d'aménagement et ça permet notamment de favoriser l'appropriation qui va être faite par la suite. Donc pour faire cette concertation, donc on va le voir dans les exemples qui vont suivre, mais l'idée il y a plusieurs questions à se poser pour bien le faire et donc notamment quel public on va associer, donc à qui on va demander son expérience d'usager. Ensuite, quels objectifs on veut? Pourquoi est-ce qu'on leur demande leur avis? Et du coup, ça va impliquer, à quel point on va impliquer les habitants dans la concertation. Forcément, donc, selon les objectifs, est-ce qu'on veut, simplement avoir un avis ou est-ce qu'on veut, que les habitants, ils conçoivent le projet avec nous? On va pas réaliser la concertation de la même manière. Donc, à quel stade du projet on va la réaliser et avec quelle méthode? Pour voir à quel point on peut prendre en compte justement cette parole citoyenne et cette expérience, d'usager. Donc voilà pour la présentation des enjeux et je vais maintenant passer la parole à Léa Menuet pour le premier retour d'expérience. Oui, merci Léo. Donc, comme tu l'as dit, je suis Léa Menuet, je suis chargée d'études environnement et aménagement au sein de la même direction que mes collègues du CEREMA ici présents. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui assez rapidement une étude qui est encore en cours sur la commune de Barentin, donc c'est une commune de Normandie, et qui a démarré depuis maintenant quelques mois. Donc, je veux bien que tu passes à la suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, la commune et le syndicat de bassin versant nous a sollicité car elle fait face à différents enjeux et pour lesquels l'étude visait à les remplir. Donc, l'idée, c'était de réussir à reconquérir la naturalité et la continuité écologique sur le territoire, mais également d'améliorer la nature en ville et réussir à renaturer des espaces urbains. Et enfin, essayer de répondre à des problématiques de ruissellement et d'artificialisation des sols. Merci. Donc, pour répondre ou du moins essayer de donner des clés d'aide pour répondre justement à ces enjeux, l'étude a visé 3 objectifs principaux. Premièrement, réussir à décliner localement une trame verte et bleue sur le territoire. Dans un second temps, ou bien dans le même temps, réussir à spatialiser les enjeux du territoire, à savoir autre que trame verte et bleue, mais nature en ville, cadre de vie de manière plus générale, inondations, prise en compte comment évoluera le territoire sous le changement climatique.
Et enfin, dans un dernier temps, réussir à cibler en fait le potentiel de désimperméabilisation et de renaturation. Et tout ça un peu dans un objectif final d'arriver à localiser les espaces prioritaires pour désimperméabiliser et renaturer. Donc brièvement, qu'est-ce que la trame verte et bleue pour les néophytes du sujet? Donc la trame verte et bleue, c'est un concept qui vient du code de l'environnement et qui fait en fait, qui est défini comme on essaie de définir sur chaque territoire des continuités écologiques et ces continuités écologiques, elles sont elles-mêmes composées de réservoirs de biodiversité. Donc ça va être les zones un peu vitales et les zones les plus riches en biodiversité dans lesquelles, l'ensemble des individus animaux ou végétales peuvent remplir l'intégralité de leur cycle de vie. Et entre ces réservoirs de biodiversité, il va y avoir des zones qui les relient, ce qu'on appelle des corridors écologiques. Et ça va être les voies de déplacement préférentiellement empruntées par la faune et la flore. Bien, tu passes. Et donc l'idée sur Barentin, ça a été justement de réussir à décliner plus localement cette TVB. Donc plus concrètement, comment ça se fait? Bah, dans un premier temps, il faut réussir, tout se fait de manière cartographique. Et l'idée, c'est dans un premier temps réussir à cartographier l'occupation du sol, donc de quoi est composé mon territoire, d'intégrer les différentes TV bleues supra qui peuvent exister. Donc notamment, là, dans notre cas, c'était regarder quelle a été la TVB du SCOT pour lequel notre territoire appartient. Et enfin, dans un dernier temps, de réussir à cibler finalement des secteurs à privilégier pour favoriser la biodiversité. Donc sur la carte, donc c'est le résultat que l'on voit sur la cartographie. L'idée, c'est qu'on fragmente notre territoire en grands types d'habitats, donc ce qu'on appelle les sous-trames écologiques. Donc sur notre territoire, il y avait 3 sous-trames qui ont été définies suite à des échanges avec les acteurs du territoire. Donc la sous-trame des milieux aquatiques et humides. Donc là, ça va recenser tout ce qui est les cours d'eau, les zones humides au sens réglementaire, les mares, les bassins de rétention. La sous-trame des milieux ouverts, donc principalement des zones prairiales et puis des milieux agricoles, mais plutôt en gestion extensive. Et enfin, la sous-trame des milieux boisés et arborés, donc les bois, mais aussi les aliments d'arbres, les haies ou les arbres ponctuels. Et donc l'idée, c'est que pour ces 3 sous-trames-là, on arrive à définir où sont les réservoirs et s'il en existe, et comment ces réservoirs sont reliés. Et après, donc ça, tout est fait sous SIG via un outil qui est validé ministériellement qui s'appelle Biodispersal. Et l'idée après, c'est qu'il faut réussir à interpréter ces résultats, donc déjà par une expertise de trame verte et bleue, en compétences, en ayant une compétence trame verte et bleue, on arrive justement à avoir un peu un œil avisé sur ce qui, pour le coup, pourrait être bloquant pour la trame verte et bleue, mais c'est aussi avec des échanges avec les différents acteurs du territoire, notamment les services techniques qui connaissent très bien leur territoire, et dans un second temps, par des validations terrain. Et donc ça permet, cette cartographie-là, elle met en avant, ce qui est intéressant dans la finalité, c'est qu'elle va mettre en avant des zones où justement il y aurait tout intérêt à préserver parce qu'il y a un corridor qui est bien présent et qu'on part du principe que les espèces, elles peuvent potentiellement diffuser entre ces réservoirs. Et d'autres zones qui, pour le coup, il y a des zones où il y a des éléments très fragmentants comme des routes, une urbanisation très dense, où là, il y aura tout intérêt justement à essayer de renforcer, pourquoi pas de la nature en ville, réussir à relier ces différents réservoirs entre eux. Donc ça, ce que je vous présente là, c'est la cartographie qui a été faite sur le milieu naturel et il y a une méthode un peu différente qui a été réalisée sur vraiment les zones urbaines de la commune de Barentin. Bien, tu passes à la suite, merci. Donc cette première cartographie de la trame verte et bleue, elle permet en fait de donner des éléments de réponse à comment justement reconquérir la naturalité et la continuité écologique sur le territoire de Barentin. Et donc la deuxième étape, une étape un peu qui s'est fait dans le même temps, ça a été justement, je veux bien que tu passes à la suite, merci. Ça a été justement de regarder comment on pouvait améliorer la nature en ville et favoriser le cadre de vie. Donc ça, c'est mon collègue Léo qui s'est chargé de cette phase. Et donc la première étape assez simple, ça a été de tout simplement regarder où est-ce qu'étaient les espaces de nature qui étaient accessibles au public. Donc, l'ensemble des... Je ne suis pas, s'il te plaît. L'idée, c'est de créer une typologie des différents espaces publics de nature. Donc, sur le territoire de Barentin, il a été recensé les parcs et les squares, mais aussi les forêts ouvertes au public. Donc là, ça a été de regarder où est-ce que
où est-ce que les forêts, enfin, quel était le point d'entrée des différentes forêts. Et enfin, la troisième composante qui est accessible au public, c'était les rives de l'Ausrebert. Donc l'Ausrebert, c'est un cours d'eau qui divise le territoire de Barentin en deux. Et donc, ça a été de regarder, en fait, l'idée, c'est derrière regarder à quel point ces espaces sont accessibles. Donc, le travail qui a été fait, c'était un travail par isochrone. Donc, une fois ces trois recensements, enfin, ce recensement qui a été réalisé, des espaces de nature ouverts au public, de regarder à quel point ces espaces étaient accessibles, enfin, le temps de parcours qui était nécessaire pour pouvoir rejoindre ces différents espaces de nature. Donc là, ça a été, mais pas en, ça a été regarder à quel point ils étaient accessibles, mais en aucun cas, ça a été un travail qualitatif. C'était plutôt de regarder, j'habite ici, je mets combien de temps pour rejoindre un espace de nature. Et donc ça, l'idée, c'est que ça fait un peu le parallèle avec ce que Léo nous a présenté en introduction, avec la règle des 3-30-300. Et donc les zones qui sont en vert, ça montre les espaces qui sont à moins de 300 mètres, qui sont accessibles en moins de 300 mètres. Et donc ça, donc cette cartographie-là, plus d'autres éléments de diagnostic qui ont été réalisés, ça permet de, là aussi, répondre à comment améliorer cette nature en ville. Je veux bien que tu passes à la suite, s'il te plaît. Comment justement améliorer cette nature en ville et où est-ce qu'on aurait tout intérêt à justement mettre de la nature en ville pour que ça améliore notamment le cadre de vie. Et donc la dernière, étape, si je puis dire, ça a été de réussir à regarder comment on pouvait réussir à diminuer les problématiques de ruissellement et d'artificialisation des sols. Et donc là, l'idée, c'était de réussir à cibler, je veux bien que tu passes, à cibler le potentiel de désimperméabilisation et de renaturation. Donc pour ça, il y a 2 méthodes, mais je ne vais pas rentrer dans le détail au vu du temps imparti, mais qui ont été utilisées. Donc la méthode MUSE, qui est adaptée au milieu rural. Donc ça, c'est une méthode qui a été développée par le CEREMA. Et donc l'idée, c'est que en s'intéressant à 3 indicateurs que sont le potentiel agronomique, le potentiel d'infiltration, le stock potentiel de carbone et l'indice potentiel de biodiversité, on arrive à définir la multifonctionnalité des sols, en fait, et réussir à découper le territoire et de regarder où est-ce que potentiellement le sol serait plus intéressant ou remplirait plus de fonctions. Et l'autre méthode qui a été utilisée et que je présente un petit peu plus en détail ici, c'est la méthode dite de pleine terre. Et donc cette méthode-là, elle part du postulat que plus mon sol il est épais, plus il aurait des chances de remplir des fonctions. Donc ça, c'est une méthode qui est adaptée au milieu urbain. Le seul, entre guillemets, qu'on a, c'est qu'on n'a pas de données sur la profondeur des sols en milieu urbain. Donc finalement, un parallèle est fait et un autre postulat qui revient entre guillemets à ce que je viens de dire, on va partir du principe que plus mon sol il est arboré, plus cette capacité à remplir des fonctions, elle sera maximale et plus mon sol il est imperméabilisé. Là, pour le coup, cette capacité à remplir une ou des fonctions, elle sera beaucoup plus faible, voire nulle. Donc ça a été réalisé sur Barentin et c'est ce qui nous amène au résultat suivant. Merci. Et donc l'idée, c'est que ça scinde le territoire en trois capacités à remplir des fonctions. On a toutes les zones en rouge, ce sont les zones pour lesquelles il y a de faibles chances que le sol remplisse des fonctions. Et en vert foncé, c'est les zones pour lesquelles le sol il aurait de fortes chances de remplir beaucoup de fonctions. Et donc là, sur le territoire de Barentin, on se rend compte que finalement, il y a pas mal de zones qui remplissent une capacité optimale, voire enfin plutôt intermédiaire, pardon, et intermédiaire. Donc, et ça permet de là encore cibler des zones où on aurait tout intérêt à, si on a une vocation à désimperméabiliser ou à renaturer, à cibler les secteurs finalement qui sont en capacité intermédiaire. Et donc ça, cette cartographie, c'est aussi, comme je l'ai dit, un outil d'aide à la décision pour justement répondre à la question où est-ce que j'ai tout intérêt à désartificialiser et qui me permettrait dans un second temps de répondre à ces problématiques de ruissellement. Tu peux passer, s'il te plaît. Merci, donc ce que je viens de dire. Et donc tout ça, finalement, si je peux conclure, donc le diagnostic de territoire, je veux bien que tu passes, s'il te plaît.
Merci. Le diagnostic de territoire, donc à savoir ce que je vous ai présenté, la trame verte et bleue, les cartographies nature en ville, toutes les cartographies inhérentes à la prise en compte du changement climatique que je n'ai pas présenté, d'autres cartographies de zones à critères environnementaux qui va regarder les problématiques d'inondation sur le territoire, les cartographies qui sont le résultat de la méthode MUSE et la méthode Pledter. Ça va permettre derrière de un peu donner des clés pour dire où est-ce que je dois préserver mon sol, où est-ce que il y a plutôt des espaces où j'aurais tout intérêt à renaturer en priorité. Et le dernier élément que je n'ai pas présenté ici parce qu'il est encore en cours de réalisation, c'est aussi le volet mutabilité des espaces, où est-ce que justement les espaces ils sont plus facilement mutables. Et donc, nous, l'idée, c'est que toutes ces cartographies-là, donc ça va être réalisé là sous peu dans un petit mois, on va les présenter aux différents acteurs du territoire. Et l'idée, c'est qu'on arrive à échanger avec eux selon leurs priorités d'action. Est-ce qu'ils veulent plutôt favoriser la trame verte et bleue ou justement ils veulent cibler des zones où il y a une superposition de beaucoup de critères, à savoir une problématique de ruissellement, mais aussi une problématique du trame verte et bleue. L'idée, ça va être de voir avec eux, selon les résultats qu'on a présentés sous forme de cartographie, où est-ce qu'on aurait tout intérêt à cibler pour désimperméabiliser et ou renaturer. Donc, je crois avoir fini. Oui, c'est bien ça. Et donc ça va se faire sous un petit mois. Et l'idée, c'est qu'on aimerait à la fin avoir vraiment ressortir avec des zones à proposer à la commune et au syndicat pour la désimperméabilisation et la renaturation. Donc, merci à tous, j'en ai fini pour ma présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions. Merci. Ok, merci Léa. Je me permets du coup de passer à la suite. Donc très rapidement, je vais me présenter. Je suis Alain Sirlin, je suis chargé d'études aménagement pratiques urbaines au CEREMA également. Et donc j'accompagne les collectivités sur les sujets aménagement opérationnel, stratégie territoriale et participation citoyenne. Je vais vous présenter un retour d'expérience de l'accompagnement Petite Ville de demain de Conches-en-Ouche, qui a été lancé vers fin 2023 et qui se finalise. Très rapidement sur le contexte. Donc Conches-en-Ouche, c'est une commune de à peu près 5000 habitants située dans l'Eure, donc en Normandie. Elle est lauréate donc Petite Ville de demain et est lancée depuis plusieurs années dans une dynamique de redynamisation de son centre-bourg. On a un bourg patrimonial avec une église classée et du coup avec beaucoup de bâtis et de zones imperméables dans son centre. Sur la carte de situation, vous pouvez voir qu'elle est située à proximité d'Évreux. C'est la commune pôle de sa communauté de communes du Pays de Conches. Et elle est desservie via la ligne Paris-Caen en train. Les objectifs de l'étude, c'était d'apporter un regard transversal pour une cohérence globale d'intervention sur la commune, disposer d'une analyse partagée de la commune via une approche multithématique. L'idée, c'était de croiser les sujets aménagement, nature en ville et mobilité, notamment active, et d'établir les enjeux et les premières orientations d'aménagement pour son centre-bourg. Sur la première phase donc, du diagnostic, il y a eu plusieurs parties qui sont abordées. Donc, l'analyse territoriale, on a abordé les sujets de sociodémo, habitat, patrimoine, équipement, services. Là, ici, vous voyez une carte de localisation des commerces et services via la base permanente des équipements. Et également, on a eu un questionnaire en parallèle. Donc là, vous avez également un petit résultat de questionnaire qu'on a donc ainsi articulé avec notre diagnostic technique. Sur le sujet analyse mobilité active, donc on a analysé le sujet mobilité de manière large, mais également plus spécifiquement sur certains cheminements, notamment entre différents pôles générateurs de mobilité. Là, ici, vous voyez une cartographie où on voit entre le centre-bourg, le parc urbain et la zone d'équipement scolaire, où on venait analyser l'activité des cheminements des espaces publics et également analyser les aménagements cyclables qui étaient réalisés. Ici, par exemple, vous voyez que 15% des habitants de cette commune disent qu'il n'est pas évident de se déplacer à pied dans la commune et 42% le disent pour le réaliser en vélo. Sur le sujet nature en ville et surchauffe, qui est plus notre thématique d'aujourd'hui, on a réalisé plusieurs analyses, notamment ici vous voyez une cartographie de la densité de végétation à échelle du carreau. Donc ça fait du lien également avec la méthode dont parlait Léo tout à l'heure avec le 3-30-300. Donc ici on voit le pourcentage de densité de végétation. Donc est-ce qu'on va jusqu'à 0,3, donc 30% potentiellement. Vous voyez bien qu'au milieu, vers le centre-bourg,
Je ne sais pas si on voit ma flèche, mais c'est bien blanc. Donc, on est plutôt sur une zone qui est très, très peu perméable, très peu végétalisée et très minérale. Donc, sur les pratiques, ce qui est intéressant dans le questionnaire qui était remonté, donc bien sûr, ce qui remonte en premier lieu, c'est plutôt se promener dans ces espaces verts, se détendre, mais également autre chose qui est assez intéressant, c'est le contact avec la nature qui revient en troisième position dans ce questionnaire-là. Donc, on voit une importance donnée à la végétation de la part des habitants et une volonté d'avoir un contact avec cette nature-là. Sur l'analyse nature en ville, on a également étudié les différents parcs qui existaient. Donc, vous voyez plusieurs images, parc de la mairie, le grand parc, le parc de la Forge, également l'arboretum. On a analysé également leur accès et comment ils étaient composés. Sur le sujet plus surchauffe, on allait chercher des indicateurs sur l'outil Climadiac de Météo France pour avoir un peu des éléments de projection. Ce qui nous intéressait là également, c'est les vagues de forte chaleur pour voir un peu en termes de confort thermique d'extérieur, comment ça pouvait être, comment les personnes peuvent vivre le territoire et les espaces publics lors d'une vague de forte chaleur et lorsque on est en été. Et on a également réalisé des mesures, donc température de surface et température de l'air. Et on voit notamment, donc là c'était en août, on voit notamment que sur la place du marché, donc là où vous voyez les flèches qui indiquent, on monte jusqu'à environ 30 degrés Celsius de la température de l'air, ce qui montre bien que une personne située à cet endroit-là peut être en stress thermique. Sur le questionnaire donc, qui nous a permis d'alimenter notre partie diagnostic technique, on a réalisé un questionnaire en 6 grandes parties. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a abordé les sujets de mobilité et d'espace vert, bien forcément sur cette étude. La décision s'est faite via un outil numérique de la commune et on a eu un taux de réponse assez intéressant de 5% de la population, donc 257 conchois, ce qui n'est pas négligeable et ce qui peut presque devenir représentatif. Je vous ai aussi illustré via une petite réponse à la question quelles sont les qualités de la commune. Ici, on voit le dynamisme, pardon, le commerce, que ce soit agréable, vivant ou autre. Sur la diagnostic toujours, on a réalisé une synthèse qui croise les différentes thématiques qui ont été abordées, ainsi que les analyses dites techniques que nous on a pu faire, et également les résultats du questionnaire, qui permettent d'avoir un peu une expertise d'usage et des retours à chaud des personnes. On a une approche donc transversale à l'échelle du centre-bourg, en essayant aussi de connecter sur les différentes polarités qui existaient à proximité de ce centre-bourg, et on proposait des focus sur certains espaces publics pour les qualifier. Et pour relever également les différentes problématiques qui pouvaient exister pour l'instant. Sur la deuxième phase, on a une phase de concertation sur l'aménagement des espaces publics. On a réalisé en premier temps une balade urbaine avec une analyse dite sensible. Donc ici, vous voyez le tracé de la balade. Donc on est passé par la place Aristide Briand, qui est en fait la place devant la mairie, le parc urbain, qui est le parc urbain majeur à proximité du centre-bourg, le parvis des écoles, qui est souvent un sujet, la place du marché, dont je vous parlais tout à l'heure sur le sujet surchauffe, et également le parvis de la gare, pardon. On a donné à chaque participant un livret d'analyse qui était donc par place, par espace, qui permettait d'avoir une analyse dite sensible. Donc l'idée, c'est que les personnes se évaluent d'après aussi leur sens, comment ils se sentent dans cet espace public, vu, ouïe, olfactif, tactile, mais également répondre à différentes questions un peu thématiques, qualité paysagère patrimoniale, déplacement à pied, déplacement en vélo, le fait de vouloir s'y rendre pour rencontrer des personnes, l'aspect convivialité de l'espace, et également comment ils s'y sentent lorsqu'il fait chaud. En termes de participants, on a eu à peu près 15 participants avec des habitants, mais également des membres du conseil municipal. Vous pouvez voir juste en dessous les résultats. Donc, on a réalisé des radars graphes pour montrer un petit peu quels ont été les résultats par espace public. Et aussi des éléments relevés en expression libre. Donc les personnes pouvaient s'exprimer lors des échanges, lors des points d'arrêt ou également directement sur leur carnet. Sur la partie atelier, on a réalisé l'atelier en 2 phases, un diagnostic et un temps de photo-inspiration sur les 2 places qui ont été pré-identifiées par la commune avec une volonté de requalification à moyen terme. Donc c'était la place Aristide Briand, proximité de la mairie, également la place du marché. Là ici, vous avez les illustrations pour la place Aristide Briand. Donc il y a eu un temps de diagnostic plus approfondi qu'auparavant. Donc vous voyez un résultat juste en dessous. On identifie en vert un peu les éléments
principalement positifs. Il y a en bleu foncé des éléments un petit peu, entre guillemets, négatifs. Euh, Sur la partie un peu plus photo-inspiration, l'idée c'est que les personnes identifient des types d'aménagements qui leur paraissent intéressants sur cette place-là et tentent de les localiser. Donc tout ça, c'est fait de manière collective et l'idée après aussi, c'est d'échanger en plénière sur ce qui serait potentiellement proposé. Donc ces éléments-là ont ensuite été synthétisés et rendus à la collectivité. Nous, de notre côté, sur la partie plus technique, on a également réalisé par espace public des préconisations, toujours un peu dans ce cadre thématique, qualité patrimoniale, paysagère, environnementale, mobilité active, convivialité et adaptation au changement climatique, confort thermique, avec différents niveaux d'enjeux et des préconisations techniques. On a également mis pour chaque espace des exemples inspirants. Là, ici, je vous mets l'exemple, c'est celui de Carouge et ses aménagements temporaires. Je vous ai mis cet exemple parce que je trouvais ça assez pertinent sur nos thématiques qu'on aborde aujourd'hui, notamment le fait de pouvoir préfigurer des espaces via des aménagements temporaires, de les faire tester, de tester différents scénarios, de pouvoir également concerter via ces espaces-là et d'activer parfois certains espaces qui sont peu, euh, qui ont peu d'usage pour l'instant. Et là, ici, vous voyez l'exemple. Donc, il a été réalisé du marquage au sol, des mises en place de parklets sur certains espaces de stationnement, et également, voilà, bien sûr, c'est pas forcément la nature en ville très très intéressante, mais c'est plutôt des pots, mais tout de même de voir un peu comment les personnes peuvent réagir par rapport à ce type d'aménagement avant d'aller sur un aménagement plus pérenne. Euh, et j'arrive sur la fin, donc on a réalisé une synthèse des enjeux en croisant toujours les différentes thématiques abordées, en croisant les analyses techniques et également les résultats de concertation, avec toujours cette approche un peu transversale sur Centrebourg, et en donc proposant différents focus sur l'espace public étudié lors de la concertation. Donc là, vous voyez également avec des jauges de prise en compte des différents enjeux actuels, mais également vers là où on pourrait tendre. Donc voilà, je vais passer la parole à mon collègue pour la suite. Mais merci. Bonjour à tous, je m'appelle Erwan Vatan. Pour ma part, je suis chargé d'études nature en ville et cadre de vie, donc au CEREMA Normandie Centre. De la même manière, je vais vous parler aujourd'hui d'un retour d'expérience sur la renaturation d'un groupe scolaire à Sotteville-lès-Rouen, donc c'est dans la métropole rouennaise en Normandie. Euh, pour entrer dans le vif du sujet, concernant ce groupe scolaire, on avait une commune qui était engagée dans une rénovation du bâti scolaire et aussi engagée dans une démarche dite Citergie, donc de transition écologique, mais c'était très lié au bâti. Et ils avaient un souhait de porter la réflexion sur un premier groupe scolaire dans le cadre de la renaturation et de ses abords. Mais aujourd'hui, je vais vous parler juste de la cour de récréation et pas des abords extérieurs. Donc, c'est le groupe scolaire Jean Rostand. Il y avait un fort souhait d'association des écoles pour, euh, pour deux choses, favoriser la sensibilisation dans un premier temps et ensuite l'appropriation d'orientation qui serait partagée par tout le monde. Donc quand je dis tout le monde, c'est enseignants, agents municipaux, parents et enfants qu'on a concertés mais également services et élus municipaux avec qui on a pu faire des petits ateliers de sensibilisation et de retour sur leur vision qu'ils avaient sur la renaturation, les projets de renaturation. L'objectif était de prendre en compte les usages afin d'en relever les points positifs et négatifs pour chaque espace au sein de la cour et pouvoir trouver des compromis qui allaient à tout le monde. Et on avait aussi une commune qui était voilà, très, très au clair sur des enjeux globaux qui soient écologiques, donc pour des questions de nature en ville, de biodiversité, d'îlots de fraîcheur, ou des enjeux éducatifs. Donc ça pouvait être le contact avec la nature, les opportunités pédagogiques, mais aussi le bien-être des enfants et la sécurité. Rapidement, je voulais vous rappeler les grands enjeux qui tournent autour des cours d'école, pardon. Il y a un premier enjeu autour du climat et de son évolution. Donc, dans cet enjeu-là, l'objectif, ça va être de créer de l'ombrage, de diminuer le stockage de chaleur, notamment via les revêtements. Ça va être aussi de gérer les eaux pluviales à la parcelle, en évitant au maximum le ruissellement quand c'est possible. On a un deuxième enjeu qui est plutôt de la qualité d'usage. Donc là, ça va être tout ce qui est inclusivité, accessibilité, les aspects de santé, de contact avec la nature, d'avoir du calme, par exemple. On a des perspectives pédagogiques en enjeu aussi, donc
ce qu'on appelle l'école du dehors ou classe dehors. De plus en plus, on a dans ces perspectives pédagogiques tout ce qui concerne l'alimentation, donc d'avoir par exemple des potagers pour aller avec les enfants et ça permet de répondre aussi aux besoins de contact avec la nature, pardon. Et le dernier enjeu important pour les cours d'école, et notamment pour le concept des cours Oasis, qui est un peu plus connu, on va dire, dans le nom, c'est la participation des usagers. Donc là, comme ça a été le cas dans l'introduction, ça peut concerner enfants, parents d'élèves, enseignants et riverains quand on est sur les abords plutôt. Voilà, donc sur cette étude, il y a eu trois grandes phases. Un premier diagnostic technique qui a été mené par le CEREMA. Donc là, l'objectif était de regarder ce qu'il y avait en présence, les éléments en présence, donc la végétation, les revêtements, comment s'écoulait l'eau sur les cours, et le bioclimatisme du site. Ensuite, on a eu une phase de concertation et de participation citoyenne, donc avec plusieurs ateliers, une dizaine pour être précis, qui était censé donc nous apporter de nouveaux éléments pour le diagnostic, mais aussi pour les orientations et comment dire, avoir des orientations partagées par tout le monde pour le projet futur. Et ensuite, un troisième temps d'élaboration de principes d'aménagement par le CEREMA, donc avec deux scénarios qui faisaient office de synthèse des ateliers de concertation et qui permettaient de mettre en avant les consensus et les divergences. Donc aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler de la phase de concertation qui ont permis d'aboutir au projet et un petit peu des principes d'aménagement. Euh, En termes de méthodologie, pour les enfants, on avait donc une classe ambassadrice par cours. Je ne l'ai pas précisé au début, mais sur le groupe scolaire Jean Rostand, on avait une cour élémentaire et une cour maternelle. Donc pour la cour maternelle, on avait une classe ambassadrice de grande section avec laquelle on a fait 4 ateliers que je vous présente ici. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails qui sont sur la diapo, pardon, mais on a eu un premier atelier de sensibilisation, donc là où un souhait de la commune d'aborder des thèmes auprès des enfants, donc l'effet de serre, l'eau et la biodiversité. Donc ça s'est fait via la lecture de livres qu'on a récupérés auprès de la bibliothèque communale. Voilà, et donc soit lecture de livres, soit des expériences dans la classe ou dans la cour. Je pense par exemple au thème de l'eau. On a été dans la cour tout simplement avec des gobelets que les enfants avaient versé de l'eau sur des revêtements pour montrer pour qu'ils comprennent si c'était des revêtements perméables ou imperméables. Mais du coup, on a plutôt fait l'analogie avec une éponge et un parapluie pour que ce soit plus parlant pour eux. On a fait un deuxième atelier de diagnostic où là, c'était donc plutôt un travail sur plan où nous, on va dire adultes et la maîtresse de la classe, on prenait les notes sur un plan et on passait un peu dans chaque espace de la cour, essayer de voir comment tel ou tel espace fonctionnait, ce qui était bien, ce qui était moins bien. Voilà, du regard des enfants en tout cas. Un troisième atelier de photolangage, donc à partir de cet atelier-là, pardon, on est passé plutôt dans le projet futur, dans les orientations, où on avait mis à disposition des enfants 4 planches de photos sur donc 4 thèmes différents, le psychomoteur, le sensoriel, l'imaginaire et l'eau. Donc ils ont pu choisir en fait leurs aménagements préférés avec des gommettes et ils ont eu un temps pour spatialiser dans la cour un petit peu leurs aménagements préférés avec de la craie. Et on a fait un quatrième atelier avec un photolangage à nouveau, mais plus avec un focus pluie à la demande de la collectivité, parce que c'était un enjeu sur la cour, notamment avec des problématiques de ruissellement. Donc on a refait un peu le même travail avec du photolangage. Et donc là, quelques photos pour illustrer ce qu'on a fait. Sur la photo, par exemple, en bas à gauche, c'est la photo de l'expérience avec l'eau, où les enfants venaient verser l'eau là, sur du bitume en l'occurrence. On avait aussi, donc là, sur les 3 photos du milieu, les temps d'appropriation dans la cour avec les dessins à la craie. Et puis le temps d'atelier photolangage à droite pour illustrer un petit peu ce qu'on a pu faire. Rapidement, on a fait la même chose donc sur la cour élémentaire où on avait une classe ambassadrice de CE2 cette fois. Les deux premiers ateliers sont les mêmes. Il y a juste le troisième et le quatrième donc qui étaient plutôt dans une optique d'orientation toujours, mais où la méthodologie a changé. Donc l'atelier 3 restait du photolangage, mais au lieu de 4 planches, ils avaient tout simplement 11 planches avec beaucoup plus de thèmes, plus adaptés pour des enfants d'un âge supérieur. Et un atelier 4 qui s'est fait sur des maquettes, donc des maquettes 3D où ils pouvaient venir coller. Voilà, on avait plein de matériel où ils peuvent venir représenter des arbres, ce qu'ils voulaient en fait sur ce temps-là.
Donc voilà, donc on peut voir les différentes photos. Donc pareil, les temps d'expérience plutôt sur la gauche et de sensibilisation. Le temps de photolangage au milieu et qui a permis un peu d'alimenter leur réflexion et leur vision pour les maquettes. Donc les trois photos à droite où on voit un petit peu voilà, des exemples d'enfants où ça prend forme un petit peu. Et je crois que j'ai mis voilà, des exemples de maquettes qui étaient particulièrement fournies où ils ont pu voilà, positionner des arbres, parfois des rivières, parfois des murs d'escalade, comme on voit ici. Je sais pas si vous voyez ma souris, mais voilà, des grandes structures d'escalade, donc parfois pas forcément tout le temps réalistes, mais qui permettent voilà, d'asseoir leurs envies et besoins. Et ensuite, il y a eu un deuxième temps avec les adultes pour chaque cours. Donc adultes, sous-entendu personnel scolaire et parents d'élèves. On a fait un premier atelier où on a présenté le diagnostic qui avait été fait. On a avec eux aussi travaillé sur du photolangage et un temps commun de restitution, enfin le temps de photolangage, pardon, avait pour but de choisir les aménagements préférés et un temps de restitution entre les sous-groupes qui avait été fait à l'occasion. Entre-temps, nous, CEREMA, on a fait un travail de synthèse où on a préparé des scénarios que je vais vous présenter juste après. Et il y a eu un deuxième atelier du coup avec les adultes où on a présenté ces scénarios, qui étaient le croisement de leurs aménagements préférés avec ceux des enfants. Et ils ont pu retravailler sur les scénarios voilà, en essayant de faire un point sur ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce qui posait toujours des soucis enfin, selon leur point de vue. Et on a pu travailler sur des thématiques précises, notamment le relief dans la cour, la gestion de l'eau, la place du végétal et les différents revêtements. Donc voilà, là c'est un exemple par exemple du photolangage qui a été fait avec les adultes où sur une des cours, ils sont venus un peu positionner leurs aménagements préférés euh, dans la cour, en essayant de créer différents espaces. Hop, pardon. Et du coup, pour que ce soit plus parlant, je vous ai présenté ici les deux scénarios qu'on a fait sur une des cours, donc la cour maternelle en l'occurrence. Les aplats bleus et orange que vous voyez, globalement, ça représente des zones calmes ou actives. Donc calme en bleu et orange pour actif. Et on est venu positionner les différents aménagements possibles dans ces différentes zones. Et les scénarios sont volontairement différents et sont issus des ateliers où il y avait voilà, des petites divergences, on va dire, sur est-ce qu'on garde un espace calme plutôt sur le pourtour de la cour ou non, au proche du bâtiment ou non, etc. Voilà, et donc ces différents temps ont permis, en plus de ces scénarios d'aménagement, de mettre en avant des divergences, donc sur la base donc, du plan sur la gauche, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que on avait des grandes convergences sur différentes typologies d'aménagement. Donc on voit voilà, une petite passerelle qui passe au-dessus d'un chemin, des bacs potagers, des cabanes, et aussi des convergences sur ce qu'ils ne souhaitaient pas. Donc beaucoup sur les pavés, beaucoup sur le stabilisé qui s'effritait notamment dans la cour. Et un élément où ça a été difficile de trancher dans un premier temps, en tout cas en atelier, c'est est-ce qu'on met de l'herbe ou pas de l'herbe. Voilà, pour faire simple. Hop, excusez-moi. Et donc, rapidement pour finir, donc ce que ça a pu donner tout ça, après, il y a eu un bureau d'études qui a fait un travail de maîtrise d'œuvre, donc de conception. Donc, vous avez une photo ici de la cour maternelle, en l'occurrence, qui a été reprise en esquisse par ce bureau d'études, où on commence à voir voilà, les aménagements prendre forme au fur et à mesure. Mais le plus parlant, ce sera de vous montrer quelques photos. Donc, finalement, on voit que, notamment sur la question de l'herbe ou pas herbe, le choix a été fait pour le copeau énormément. Donc là, on voit sur cette photo à gauche une petite cabane, on voit des cheminements qui permettent de reprendre possession de l'ensemble de la surface de la cour, ce qui était un enjeu. On voit par exemple aussi à droite une grande noue plantée qui est venue remplacer un regard qui était problématique puisque il se bouchait souvent et ça faisait une grande zone inondée où les enfants ne pouvaient pas aller, ce qui diminuait la surface de la cour disponible. Et donc là, la solution technique, ça a été de créer cette noue avec un passage, avec des pavés qui ont permis quand même de désimperméabiliser, d'infiltrer l'eau. Voilà. Et là, bah, voilà, il y a d'autres types d'aménagements. C'était pour mettre en image. Il y a des jeux, des tables, bacs à sable, des nouvelles plantations. Et la même chose sur la cour élémentaire. Donc la photo en haut, donc il y avait une grande problématique de surchauffe avec une grande dalle bitume notamment. Donc l'esquisse, ici, on retrouve beaucoup de végétation, beaucoup de revêtements perméables, des espaces scindés en plusieurs sous-espaces.
Et à nouveau des photos pour illustrer. Donc on retrouve un amphithéâtre pour faire classe dehors, des pistes de course, des nouveaux aménagements ludiques, donc des structures, toboggans, etc. Des cabanes, des assises sous les arbres existants qui ont été conservés et la conservation notamment d'un terrain de foot en bonne et due forme, puisque avant il était un peu improvisé, il prenait toute la place et là ça permet voilà, d'avoir un terrain de foot officiel tout en ayant d'autres usages et ne pas réserver toute la cour que pour le foot. Euh, pour finir très rapidement, dans ce contexte-là, il y a eu un événement qui a été organisé par la commune, ce qui a permis de communiquer sur cette grosse étude qui avait été réalisée, donc avec plusieurs kakémonos. Voilà, je passe un peu les détails, mais c'est pour vous montrer un peu le processus de concertation et de participation. Il y a aussi eu l'après-projet, donc sur la concertation. Sur les leviers favorisant le bon déroulé du projet, on avait une volonté politique forte, comme je l'expliquais au début. On avait un projet qui était porté par la collectivité en transversalité, puisqu'on avait un copartage entre les services techniques et la direction enfance-jeunesse notamment, qui a permis une bonne appropriation du projet et un bon suivi. On a eu une concertation vraiment très poussée, qui a favorisé du coup la sensibilisation, le partage des points de vue et l'appropriation du projet. Et de la même manière, donc sur les plus et les moins, cette concertation poussée, elle a permis de fédérer une grande diversité d'acteurs pour tous ceux qui ont participé. Les moins, mais sans être notamment, enfin, particulièrement un moins, comment dire, éliminatoire, pardon, c'est que ce temps de concertation, il est anticipé. On peut difficilement l'improviser en cours de projet une fois qu'on est déjà parti, puisque c'est des temps qui ont lieu à des moments bien précis. Et un public, par contre, pas toujours facile à mobiliser, notamment en soirée avec les parents d'élèves. On a eu des enseignants qui ont été très disponibles et qui ont favorisé le bon déroulement des ateliers, donc que ce soit avec leur classe ou avec leurs collègues. Il y a eu beaucoup de communication entre les classes, même celles qui n'étaient pas ambassadrices. Et au niveau de la maîtrise d'œuvre par le bureau d'études, il y a eu un projet de conception qui a été représenté ensuite aux écoles pour validation et dernier retour, avec vraiment le projet qui avait pris vie. Et une réalisation des travaux, donc ça c'est plus sur l'aspect technique, qui a été réalisé par une seule entreprise en lien avec le bureau d'études qui a beaucoup favorisé le bon déroulement de la réalisation. Voilà. Désolé, j'étais un peu vite sur la fin, mais j'ai terminé sur cet exemple-là et rapidement, je voulais vous montrer une autre étude qui s'est fait un peu sur le même format. À Pavilly, on a eu par contre juste des ateliers de concertation, diagnostic et orientation, moins l'aspect sensibilisation où voilà, on retrouve sous le même format, un petit peu en haut à gauche, une petite miniature sur un zonage en espace calme, actif, sportif, et comment ça peut prendre vie sur un plan détaillé, plutôt que par des images de photolangage. Euh, Ça, c'est un autre exemple aussi sur la même ville, à Pavilly, où on a fait une étude sur leurs 4 cours d'école communales publiques et où on a pu aller un peu plus loin, notamment en présence d'une stagiaire qui était architecte, où on a pu faire quelques esquisses, notamment sur des cours d'école où il y avait un enjeu à montrer comment ça pouvait prendre vie et avoir des retours sur ces éléments-là. Voilà. Tous les livrables des études que je viens de vous présenter sont disponibles sur la plateforme Ceremadoc, donc ils seront disponibles dans cette présentation. Et j'en ai fini pour la partie cours d'école. Donc, j'ai inséré mon contact et rapidement, je vous parle des ressources globales sur tous les sujets qui ont été présentés, enfin, qui touchent de près ou de loin à la nature en ville. Donc, pareil, je ne rentre pas spécialement dans le détail, mais il y a eu les liens qui ont été mis vers le site du CEREMA avec différents essentiels que le CEREMA produit sur les thématiques. Il y a celui de la nature en ville, donc faire de la nature un pilier de demain. Il y a aussi construire la nature en ville avec les citoyens, donc qui permet aussi de croiser l'aspect nature en ville et concertation. Le cahier Sésame sur l'arbre en ville, dont il a été un peu question tout à l'heure. École de demain, donc l'offre de service du CEREMA. Et voilà, on arrive au temps de questions. Désolé, c'était un peu express à la fin. Non, non, c'est parfait. Merci. Timing tenu de main de maître. Euh, je pense que vous avez été très clair, peut-être trop clair, puisque nous n'avons pas de questions dans le chat. Voilà, il est encore peut-être temps d'en poser. Peut-être vous aussi, les intervenants, souhaitez-vous revenir pendant quelques minutes, hein, c'est pas obligatoire évidemment, sur des points qui vous ont marqué, sur ces retours d'expérience, enfin, d'ailleurs qui sont en cours de réalisation.
Non, ça a l'air d'être assez apparemment. silencieux de notre côté aussi. Je pense qu'on a détaillé pas mal de choses tout en essayant de respecter le timing. Effectivement, il y a des études qui sont encore en cours, d'autres, notamment celle de Barentin, celle de Conchournouche et celle que je viens de présenter à Sotteville-les-Rouen et à Pavilly sont terminées en formation. C'est d'ailleurs pour ça que les livrables sont disponibles sur la plateforme du CEREMA. Voilà. Très bien. Bah, j'invite tous les participants effectivement à consulter ces documents au besoin, à les diffuser, à s'en inspirer. Et puis effectivement, peut-être en synthèse un petit peu ce qu'on peut retenir de votre présentation et de cette démarche, bah, c'est que au regard des services écosystémiques apportés, on peut dire que l'intégration de la nature en ville a un potentiel de consensus assez fort. Cependant, la multitude de manières de mettre en œuvre tout ça, de ramener la nature en ville, euh, ben, ne met pas forcément tous les acteurs d'accord. On peut avoir des petites, des petits points de friction ici et là. On l'a vu peut-être avec herbe, pas herbe. C'est vrai que je pense que derrière, il y a associé à des questions d'usage du bâtiment, de morceaux végétaux qui pourraient éventuellement rentrer dans le bâtiment enfin, et ensuite augmenter l'entretien. Euh, Cependant, la concertation, bah, c'est un outil pertinent pour travailler la sensibilité des différents acteurs sur le sujet. Et puis, ça permet, il y a cette recherche d'accessibilité des aménagements et de leur vie dans le temps, et puis des usages. On a vu aussi que pour réaliser une bonne concertation, mais il faut la prévoir très en amont des projets, de manière à conserver cette marge de manœuvre et ce temps de concertation, de discussion, pour adapter les méthodes publiques au contexte et puis surtout aux objectifs voulus, vous servis. Et puis peut-être comme nous l'avons vu dans les différents retours d'expérience, bah, la concertation peut se faire à différentes échelles auprès de plusieurs publics sur des projets différents, des sujets d'aménagement opérationnel d'un côté, réglementaire de l'autre, mais il semble plus facile de mobiliser l'expertise d'usage sur les sujets concrets d'aménagement. Voilà, en tout cas, très belle présentation et puis ça donne sans doute envie eh bien, d'essayer sur les territoires, je pense notamment aux écoles, parce que ben, c'est vrai que les cabanes, on a tous été enfants et je crois que le mystère et la joie de se retrouver dans une cabane voilà, perdure de génération en génération. Euh, il est temps de nous quitter. Je vous remercie à nouveau pour cette intervention très claire. Mathias? J'invite les participants à diffuser le webinaire, enfin plus exactement sa rediffusion sur YouTube, éventuellement à y poster des commentaires, puisqu'il n'y a peut-être pas de questions, mais tout ça va peut-être germer dans votre esprit. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo ou à poser des questions, on vous y répondra. Et puis ça permettra aussi, avec le jeu de l'algorithme de YouTube, peut-être espérer que cette vidéo soit suggérée un petit peu plus largement qu'auprès des experts et des personnes concernées, puisque c'est quand même un sujet central eu égard aux modifications du climat, au réchauffement et donc à notre qualité de vie au global. Merci encore. Alors, bonjour à tous. Excusez-moi, je me permets de rejoindre cette viso. Je me permets de prendre 1 minute de votre temps. Je suis Nicolas Frata, chef du projet du Challenge Cubacté au sein de la Normandie du Centre Val-de-Loire. Et je vous présente très rapidement le challenge. Je vais juste prendre 1 minute de votre temps. Pour Cubacté, en fait, il s'agit d'un challenge pour faire des économies d'énergie en mobilisant les bons usages et aussi en travaillant sur tout ce qui est installation technique. Donc nous, notre but, c'est de sensibiliser et d'impliquer les usagers aux économies d'énergie, et c'est quelque chose qu'on fait depuis 2019. Donc on est là pour apporter notre soutien, notre réseau et aussi nos outils pour aider les usagers à faire des économies d'énergie. Et très rapidement, Cubacté est divisé en 3 parties. Donc Acté Cubeville, donc à destination des bâtiments appartenant à tout ce qui est l'hôtel de ville et la mairie.
Cubes pour tout ce qui est école, et enfin, pardon, Cubécole pour tout ce qui est école, et Cubes pour tout ce qui est collège et lycée. Voilà, donc là on est en pleine promotion et je me permets d'intervenir durant cette visio pour vous en faire la promo. Et si jamais cela vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, merci de m'avoir accordé une petite minute et je vous laisse tranquille. Non, non, mais avec plaisir, c'est un peu de ma faute. J'avais oublié ce point sur Cube, mais la transition finalement avec les écoles était toute trouvée. Une toute petite question rapide et un commentaire en même temps. Retour d'expérience très riche. Les collectivités qui veulent solliciter le CEREMA, Centre Val-de-Loire pour ma part, peuvent directement vous contacter. Auriez-vous des exemples de modalités d'intervention précisant les jours, les coûts? Oui, tout à fait. On intervient régulièrement, donc on a déjà intervenu le centre Val-de-Loire. On essaye de ne pas prendre trop de temps aux usagers parce qu'on sait qu'ils sont occupés. Généralement, on travaille en termes de demi-journée, donc c'est-à-dire 2 à 3 heures grand maximum. On travaille directement sur site. Nous, on fait le déplacement pour voir avec les usagers leurs besoins, et ça peut être de différentes manières. Ça peut être des formations auprès des usagers, ça peut être la présentation d'outils comme tout ce qui est caméra thermique et wattmètre, et ça peut être aussi une présentation de promotion. Enfin, ce que j'entends par promotion, c'est fédérer un événement au sein, par exemple, d'un bâtiment et de sensibiliser les usagers aux économies d'énergie. Ça peut se faire sous un format café avec pas mal d'ateliers plutôt ludiques pour sensibiliser à tout ce qui est aux économies d'énergie. Et pour compléter, donc ça c'était pour la partie Q, mais pour nous, nos autres interventions que vous avez pu voir là en présentation, donc en effet, vous pouvez nous contacter directement. Vous avez eu notamment le mail de Erwan Passé. De même, donc il y a le mien alain.sirlin@cerema.fr. Nous, on prendra un temps d'écoute client avec vous pour bien identifier votre besoin et ensuite vous proposer une profession technique et financière avec un chiffrage. On ne peut pas vous dire là comme ça le type de chiffrage. En termes de type d'intervention, on travaille sur le sujet, donc comme vous l'avez compris, nature en ville, en croisant d'autres thématiques. On est compétent également sur les sujets de mobilité, bâtiment, risque et d'autres, je dois oublier. Et, euh, et donc, on intervient en termes d'analyse technique, d'animation de temps participatif, d'association de différents acteurs. Enfin voilà, on peut être compétent sur différentes choses. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter en nous décrivant un peu votre besoin. Et on prendra un temps, du coup, pour caler un point avec vous, pour mieux définir votre besoin et vous proposer quelque chose par la suite. Merci beaucoup. Et puis, dernière précision, hein, ce webinaire est le premier d'un cycle de webinaires. Donc, quant à tous les sujets couverts par le CEREMA, nous aurons l'occasion d'en aborder plus d'un. Peut-être pas en totalité, quoique. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à suivre nos actualités respectives. À nouveau, merci. Merci à toutes et tous. Très bonne journée, bon appétit pour ceux qui vont déjeuner dès maintenant. Et à bientôt. Merci. Au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir.